Afrique francophone, le système démocratique est-il compatible? Le sujet numéro 2, on se pose la question de savoir, est-ce que la démocratie, là, ça marche avec nous, les Africains francophones? Parce que les conneries que nous faisons là, oui, il faut dire le mot simplement, les conneries que nous, Africains francophones, ont fait, coup d'État, les choses honteuses, guerre civile, les anglophones, les lusophones, c'est ceux qui parlent espagnol et puis portugais, et puis les arabophones, c'est ceux qui parlent arabe. Eux, ils ont dépassé ça. Les choses qui font honte là, c'est nous les francophones on fait. Donc finalement, comme on dit que la démocratie n'est pas bonne, donc finalement on se demande, est-ce que c'est la démocratie qui ne marche pas avec nous? Ou bien c'est nous qui ne voulons pas la démocratie, ou bien qui ne voulons pas appliquer la démocratie? Et donc c'est de cela que ce texte-là vous parle. Depuis 2020, on assiste à une série de coups d'État militaires dans de nombreux pays francophones d'Afrique qui déposent des régimes démocratiques. On dit depuis 2020, dans presque tous les pays qui parlent la langue française, on voit que les gouvernements que la population ont voté, il y a des militaires qui viennent, qui enlèvent ces politiciens qui ont été votés dans les urnes pour s'asseoir. 2 coups d'État au Mali et au Burkina en moins d'1 an. Ça veut dire le Burkina et le Mali, en moins d'1 an, eux seuls, ils ont fait 4 coups d'État. Un coup d'État en Guinée, puis un autre coup d'État au Niger. Quand on met tous ensemble, ça fait 6 coups d'État en moins d'1 an. Idem au Gabon. Le Gabon vient compléter à 7 coups d'État. Ainsi, après avoir fait le constat que les masses populaires adhèrent massivement à ces putschs, de nombreux chercheurs, intellectuels et politiques du continent noir sont en train de multiplier la tenue des colloques, des symposiums, des séminaires ou des débats politiques pour essayer de comprendre quelles en sont les véritables causes. Et donc, comme en bon Africain, on ne cherche jamais à réfléchir. On attend toujours que l'individu meure avant de chercher à savoir si on pouvait le réanimer. C'est maintenant que nos soi-disant chercheurs, nos soi-disant intellectuels du continent noir africain et francophone, c'est maintenant, après que nos pays sont en déliquescence, après que nos pays sont en train d'être ventrés par les putschistes, c'est maintenant qu'eux vont se lever pour dire on va aller faire colloque, on va aller faire séminaire, on va aller faire débat politique pour essayer de comprendre les véritables causes. Quelle honte! Quelle honte! Un véritable intellectuel, c'est celui qui s'est anticipé. Et donc, je dis honte à vous. Vous, les intellectuels francophones d'Afrique. Vous, les intellectuels qui vendez vos services. Vous, les intellectuels qui n'avez aucune substance pour pouvoir même être capable de dire la vérité. Quand un peuple a ses soi-disant intellectuels qui ne peuvent pas dire la vérité, il faut avoir peur. Quand un intellectuel ne peut pas réfléchir et anticiper, il faut se dire que le monde devient sombre. Quand un intellectuel n'est pas productif, il faut se dire que le monde part en lambeaux. Et c'est ça la condition de l'intellectuel francophone. Il ne dit pas la vérité. Il est toujours lié à une poche politique pour avoir de l'argent. Il ne peut pas réfléchir pour dire, bon, voilà, quand je m'assois aujourd'hui, voilà ce qui peut se passer demain. Et il ne peut pas faire quelque chose et produire quelque chose de nouveau. Mais finalement, est-ce que vous êtes des chercheurs? Vous êtes des chercheurs qui ne trouvent jamais rien. Vous êtes des chercheurs qui ne proposent jamais rien. Vous dites que vous êtes des intellectuels, mais vous utilisez plus votre cerveau pour le goût de l'argent. Et vous dites que c'est maintenant, après que tout est gâté, c'est maintenant vous allez venir réfléchir maintenant. Bon, réfléchissez, on vous regarde. Et proposer des alternatives démocratiques africaines au modèle occidental. Ils disent donc qu'elles vont réfléchir et puis proposer des solutions qui ressemble à un modèle africain pour voir si cela va marcher. De nombreux chercheurs panafricains sont désormais à l'œuvre pour proposer aux pays d'Afrique un modèle de gouvernance authentique. Ils disent donc qu'ils sont en train de réfléchir, ils se font appeler chercheurs panafricains, ils disent qu'ils vont réfléchir maintenant et puis proposer un modèle authentique. Mais, chers tous, ne nous blaguons pas. Voilà un peuple qui n'est ni avec ce qu'il a décidé de suivre. C'est-à-dire qu'on a décidé de suivre aveuglément les Occidentaux, mais on ne fait pas comme les Occidentaux. On a aussi aujourd'hui honte de nous-mêmes et de nos ancêtres et de notre histoire. On a oublié ce qu'on était. Mais c'est totalement normal qu'on soit perdu. Quand tu es perdu, ça veut dire que tu n'es pas sur la bonne voie. Et donc, ce n'est pas en réfléchissant avec des intellectuels qui ne produisent rien, des intellectuels corrompus et des intellectuels en déficit de raisonnement qu'on va pouvoir proposer un nouveau modèle.
En réalité, ces soi-disant intellectuels-là veulent utiliser ces colloques-là pour faire leur propre visibilité et non pour véritablement aider les Africains. Ça, il faut le dire avec beaucoup de courage. Sinon, s'ils étaient altruistes, s'ils n'avaient pas un agenda caché, ils auraient dû voir ce qui est là aujourd'hui par avance et donner des solutions ou même interpeller. Là, aujourd'hui, on devrait être en train de dire, on vous avait dit ça et voilà les solutions qu'on vous avait proposées, mais vous avez refusé. Voilà comment un intellectuel parle quand on refuse ce qu'il a dit. Pour le système démocratique en vigueur depuis 3 décennies, ils disent le modèle de démocratie qui est venu de l'Occident, qu'on applique aveuglément, sans chercher à comprendre et sans avoir eu le courage d'adapter là. C'est comme quelqu'un, parce que je vois quelqu'un apporter un habit, c'est joli. J'ai dit ta taille et puis ta mesure, c'est quoi? Tu me donnes ça, je m'en vais chez le tailleur, je dis fais la même chose pour moi. Ce n'est pas parce que les gens, tout le monde parle chez le tailleur, mais tout le monde a sa forme. Et donc là, ce n'est pas parce que c'est joli sur l'autre que je vais dire il faut faire comme pour l'autre là. Il faut faire comme ce qui m'arrange. Quand quelque chose tu fais là, et puis tu ne fais pas comme ce qui t'arrange là, tu es en train de perdre ton temps. Or, quand on a pris la démocratie, nous, on n'a jamais fait d'efforts. On a laissé la France nous dicter à nos présidents depuis la colonisation jusqu'à aujourd'hui. C'est la France qui dicte. Il faut faire ça, il ne faut pas faire ça. Tant que la France ne reconnaît pas une élection, c'est comme ça. C'est la France qui doit venir dire non, non, non. Comme maintenant, Alassane Ouattara a trop travaillé là, il faut le changer avec Tidiane Thiam. Mais je vous jure devant Dieu, nous, on va enlever ça dans la France en 2025. Si les Français sont garçons, ils n'ont qu'à mettre leur bouche dans notre politique en 2025. Si les Français sont garçons, ils n'ont qu'à venir pour s'amuser avec nous. Nous, on va leur montrer que nous ne sommes pas des plaisantins et que nous, on va se prendre en charge cette fois-ci. C'est parce que nos dirigeants ont toujours accepté d'être dictés sans chercher à adapter la politique et la démocratie. Parce que même le climat en Occident et puis le climat en Afrique, là, c'est 2 climats différents. Mais les Blancs, quand quelqu'un veut que tu suives son modèle là, il veut que tu copies tout. Mais c'est à toi de lui dire, bon, voilà ce qui ne marche pas. Et c'est ce que nos dirigeants n'ont jamais pu faire. Et c'est ce qui fait qu'ils échouent. Est-ce que ce système est-il vraiment compatible avec les valeurs africaines? Voilà la question que ces soi-disant intellectuels se posent. Mais je dis que c'est une fausse problématique qu'ils posent. Parce que ce n'est pas la compatibilité du système avec nos valeurs africaines, mais c'est la capacité des hommes à appliquer un système en fonction de notre environnement. Voilà comment il fallait poser la problématique. Et non se demander, est-ce que la démocratie occidentale, ça marche avec les valeurs africaines? Mais on ne peut pas prendre 2 choses différentes et puis leur dire que ça peut marcher. Est-ce qu'on peut prendre un chien et puis un agouti et puis dire, bon, les deux là vont être compatibles? Ça ne peut pas. Mais on peut les prendre et les adapter pour qu'ils vivent dans le même environnement. Voilà ce qu'on peut faire. Et donc, ne blaguons pas nos populations africaines. Ne pensez pas que parce que vous avez des titres de chercheurs de ceci, cela, vous pouvez venir parler le français pour tromper les gens. Votre problématique, elle est fausse. Votre postulat est faux dès le départ. Moi, je vous dis ça. Parce que vous posez le problème, est-ce que le système actuel de démocratie est-il compatible avec les valeurs africaines? Ça ne sera jamais compatible parce que c'est 2 choses complètement différentes. Comment l'Afrique était dirigée auparavant, avant que les Occidentaux ne viennent? Est-ce que cela peut être en harmonie avec le modèle occidental? Jamais de la vie. Et donc, il faut se demander plutôt comment nous pouvons faire pour que, si nous voulons véritablement aller avec la démocratie, comment est-ce qu'on peut prendre ce qui est bon dans la démocratie, l'adapter à l'environnement africain et puis évoluer? Voilà la question de fond qu'il fallait poser. Et donc, votre problématique même est fausse dès le départ. Dans l'affirmative, quel aménagement constitutionnel faut-il apporter pour qu'il puisse se pérenniser? Ça encore, c'est faux. Le problème, ce n'est pas la Constitution. Le problème, c'est la mentalité des hommes politiques qui animent les sphères politiques. Le problème, c'est la mentalité des hommes politiques. Quand ils sont opposants, tu les entends en train de crier. Tu penses que c'est des gens qui sont tellement bien que non, ce sont des défenseurs du peuple. Mais quand ils viennent au pouvoir, tu les vois, ils se transforment en dictateurs. Et donc, c'est la qualité des hommes qui animent nos différentes chapelles politiques. C'est la qualité des hommes qui sont changeants en fonction de leurs intérêts. Le politicien africain ne regarde que son intérêt personnel. Je veux le pouvoir. Et une fois que j'ai le pouvoir, laissez-moi être au pouvoir pour être au pouvoir éternellement. Et quand c'est comme ça, là, il crée toutes les structures pour essayer de créer des problèmes pour que toujours lui, la population puisse penser que c'est lui qui est la solution. Voilà le vrai problème. Et c'est ça qui est la chose gênante. Alors que la dernière fois, je vous ai parlé des audits. Dans nos gestions africaines, je vous ai parlé des audits des dirigeants. Aujourd'hui, il y a quel président africain qui peut accéder, si ce n'est pas Alassane Ouattara, de faire un audit contre son propre pouvoir? Dans nos pays africains, il y a combien de dirigeants qui peuvent accepter cela?
Sinon, quel autre système pour les pays d'Afrique subsaharienne et francophone? Ce sont entre autres autant de questions non exhaustives qu'ils se sont donnés comme équations à résoudre. Mais tout ça, ce sont des fausses équations. C'est une manière de parler beaucoup de français pour ne pas résoudre la vraie problématique. Ce que je viens de vous dire là, ça ne peut pas être plus que ça. L'esprit caméléon des politiciens africains qui n'ont aucun intérêt à ce que la population africaine soit éduquée, qui n'ont aucun intérêt à ce qu'on ouvre l'esprit des populations africaines. Et une fois qu'ils sont dans l'opposition, ils sont dans la manipulation. Et une fois qu'ils sont au pouvoir, ils sont dans, je vais dire, dans l'autocratie, dans la capacité de rester au pouvoir, en faisant tout ce qu'il faut pour rester au pouvoir, et donc en créant plus de problèmes. Voyez-vous, c'est ça qui est le véritable problème. Sinon, après ça, il n'y a pas d'autre chose. Ainsi, puisque les débats et les réflexions sur le système démocratique ne sont pas l'apanage des seules élites politiques, des chercheurs et intellectuels africains sont aussi et fort heureusement en train de jouer leur partition pour une meilleure compréhension du sujet, afin d'y apporter des solutions idoines pour sa bonne marche. Ou bien, pourquoi ne pas proposer un autre modèle de gouvernance que celui que l'on a reçu de l'ancien pays colonisateur? Mais qu'est donc ce système de démocratie? Et donc, ils disent qu'ils sont en train de réfléchir. On les regarde dans leurs réflexions, mais déjà nous savons que ça ne va rien produire de bon. D'après Wikipédia, ou Wikipédia si vous voulez, la démocratie représentative ou la démocratie indirecte est une forme d'organisation où des élus prennent des décisions concernant un plus grand nombre de personnes que eux-mêmes. Cette démocratie représentative s'oppose à la démocratie directe, où c'est l'ensemble des citoyens qui a la possibilité de décider des lois sans passer par les élus. Dans la pratique, ces deux formes de démocratie peuvent cohabiter en paix, mais, comme c'est le cas en Suisse. Ils disent donc qu'il y a la démocratie indirecte. La démocratie indirecte, c'est la possibilité pour certains hommes politiques de pouvoir décider directement à la place des populations. Alors que la démocratie directe, c'est le peuple même, à travers le vote, à travers des lois, qui décide directement de son avenir. Ils disent donc que quand on regarde ces deux types de démocratie-là, est-ce qu'on ne peut pas les faire vivre ensemble? Or, au départ, c'est ce que je vous avais dit, on ne cherche pas à parler de compatibilité, on cherche à parler de cohabitation, mais surtout d'esprit d'imagination. Mais tout ça, pour moi, c'est fausser le problème. Parce que tant que les Africains ne vont pas se dire qu'eux aussi sont des êtres humains et que Dieu leur a donné des cerveaux et qu'ils doivent réfléchir et puis se donner les modèles qui marchent pour eux avec une simple question. Qu'est-ce qui marche pour nous? Tant qu'on ne va pas se poser cette question-là, on est en train de parler de démocratie directe, démocratie indirecte, ça marchait en Suisse, ça marchait à Lausanne. Hey, qu'est-ce qui peut marcher chez nous? Voilà la seule question. Ce qui a marché en Suisse ne marchera pas forcément en Côte d'Ivoire. Et donc là, la vraie question, les Suisses même là, si tu as vu qu'eux ont pris la démocratie indirecte et directe et puis ils ont fait la fusion pour faire une synthèse là, c'est parce que c'est ce qui les arrangeait. Mais nous-mêmes, qu'est-ce qui nous arrange? Est-ce que nos ancêtres n'avaient pas de système de gestion? Vous qui dites que vous êtes panafricain, est-ce que vous connaissez la capacité intellectuelle et politique de nos dirigeants, de nos pharaons et de nos chefs de village? Je parle des vrais. Mais vous n'avez jamais cherché à causer avec ces personnes, à savoir comment ils dirigent. Mais vous les avez dit, non, on allait à l'université à Paris, en France, aux États-Unis, c'est nous, on connaît tout. Donc, eux vous regardent dedans. Maintenant, on vous regarde là que vous avez foutu l'Afrique en l'air aussi. Il est donc universellement admis en Occident que les pays qui usent de ces deux formes de démocratie, la démocratie directe et indirecte, sont régis par un système démocratique. Oui, ça c'est vrai. Ils disent maintenant qu'en Occident, on dit que ceux qui font comme pour la Suisse, là, que c'est ça qui est la vraie démocratie. Mais c'est faux. Parce que la France ne se plaint pas de sa démocratie. Cette démocratie française qui est totalement différente de la démocratie anglaise où il y a une monarchie. Et aujourd'hui, vous venez nous dire que c'est pour la Suisse qui marche. Ça veut dire que c'est vous, les intellectuels défaillants. Comme vous avez fait avec la France, ça n'a pas marché. Vous voulez aujourd'hui blaguer les gens pour dire faisons comme la Suisse. Mais ça ne va pas aussi marcher. Ce qui va marcher, c'est quand on va s'asseoir pour dire voilà que nous sommes Africains. Voilà que nous-mêmes, on s'est renié nous-mêmes. On a refusé notre histoire. Et aujourd'hui, on se retrouve devant le fait accompli. Comment on fait? Avec des solutions qui marchent véritablement. C'est le jour qu'on va se poser ces questions-là. Sans chercher à regarder les autres et puis à copier bêtement. C'est ce jour-là qu'on va trouver les vraies solutions.
lequel est considéré par les Occidentaux comme le meilleur système de gouvernance. Et puis vous le dites, vous dites c'est considéré par les Occidentaux comme le meilleur dans leur environnement. Mais est-ce que cela marche dans notre environnement? Tant c'est un système politique dans lequel la souveraineté est attribuée aux citoyens qui l'exercent de façon indirecte ou directe. En d'autres termes, ce sont les citoyens qui adoptent eux-mêmes directement par référendum ou indirectement à travers les votes des élus, les lois et les décisions importantes, mais aussi qui choisissent les agents d'exécution généralement révocables. Mais c'est simplement la même chose qu'on faisait auparavant en Afrique avec nos ancêtres. Et je l'ai expliqué ici, quand j'ai pris par exemple l'exemple du Kurukanfuka où j'ai dit que dans la deuxième étape, c'était l'audit de ceux qui ont eu la gestion. Tu ne peux pas demander, tu ne peux pas faire l'audit de quelqu'un et puis demander qu'on ne fasse pas ton audit. Et c'est ce que j'ai dit. Quand nos dirigeants viennent, ils se transforment en des dieux. Parce que le peuple lui-même aussi a une capacité de lâche à ne pas s'assumer et malheureusement, ça nous conduit à cela. Théoriquement, l'ensemble des pays francophones d'Afrique sont censés être gouvernés par le système démocratique. Mais pourquoi donc ce mode de gouvernance encensé par l'ensemble des pays occidentaux semble connaître les limites lorsqu'il s'agit de l'Afrique francophone? Est-ce parce que c'est un concept occidental qui est imposé de l'extérieur à l'Afrique par les anciens colonisateurs? D'après le chercheur Pierre Jacquenot, le système démocratique est un modèle imposé par l'Occident à la fin de la période coloniale. Lors de la décolonisation, les pays colonisateurs, la France a imposé aux anciens territoires français l'instauration du système de pouvoir électif avec un multipartisme. Et ça, c'est un faux discours. C'est là que j'en viens un peu à l'existentialisme de Jean-Paul Sartre. Et ceux qui veulent, je vais un peu expliquer ça. L'existentialisme, ça veut dire quoi? Je prends Black Samurai. Commençons par le plus petit. Je prends une télévision. Une télévision, c'est un appareil qui nous permet de regarder des images. Et donc, la télévision n'est utile que par rapport au rôle, à sa fonction. Et donc là, quand tu vas payer une télévision, c'est pour voir image. Et donc, la télévision, en réalité, c'est l'objet qui nous permet de voir les images. Donc, l'existence de la télévision, c'est nous présenter les images. Or, quand je prends Black Samurai, là, quand Dieu le crée, là, il l'a créé pourquoi? C'est un exemple que je prends. Quand Dieu crée l'homme, il crée l'homme et c'est l'homme, après sa création, qui se donne un but. Et c'est ça l'existentialisme. Ça veut dire quoi? Je me réexplique pour ceux qui n'ont pas compris. Un être humain, quand il est créé là, c'est pas comme une télévision où on dit, bon, toi, on va t'allumer pour voir image. Ou mais toi, comme on t'a créé là, voilà, tu seras comme ça. Non. Un être humain, quand il est créé, c'est lui-même à travers les décisions, à travers ce qui va s'offrir à lui là, il va se construire et se donner une vision. C'est ça qu'on appelle l'existentialisme. Et donc, dans l'existentialisme, il faut être capable de prendre des décisions. Qu'elles soient mauvaises ou bonnes, il faut les prendre. Par exemple, quand il y a eu la guerre civile en Côte d'Ivoire, où Laurent Gbagbo faisait les escadrons de la mort, selon la théorie existentialiste, si tu es un lâche, tu vas dire, comme on va me tuer là, je vais pas décider de combattre. Mais, si tu décides de combattre aussi, que tu meurs, ça revient à la même chose. À la fin de la journée, tu es mort. Mais le fait que tu t'es donné un but pour dire, je vais combattre pour mourir pour la liberté, tu es mort pour la bonne cause. C'est ça qu'on appelle l'existentialisme, selon Jean-Paul Sartre. Et donc ici, on vient nous dire, ce sont les Blancs qui nous ont imposé. Ah, vous les intellectuels qui êtes allés à Havane, vous les intellectuels qui êtes allés à Paris 10, vous les intellectuels qui avez quitté l'université de Francfort, aujourd'hui en 2023, vous venez ouvrir vos bouches pour nous dire que hier, vous avez accepté que nos dirigeants, les Félix Houphouët-Boigny, les Kizerbo, les France Fanon, eux, ils étaient bêtes. Eux, ils ont fait une fausse colonisation. Ils n'ont pas libéré l'Afrique. Maintenant, vous qui avez les gros diplômes là, vous aussi, on vous impose quelque chose aujourd'hui. Ça veut dire que vos diplômes n'ont servi à rien. Ça veut dire que vous êtes des intellectuels qui n'avez même pas confiance en vous-même. Ça veut dire en réalité que vous êtes des magiciens de mauvais goût, des affabulateurs. Ça veut dire simplement que vous êtes des vauriens. On ne doit rien imposer à quelqu'un. Quand tu imposes quelque chose qui ne t'arrange pas, tu dis non. Quand tu imposes quelque chose qui ne t'arrange pas, si tu es un lâche, tu dis oui. Et c'est là que j'ai convoqué l'existentialisme pour expliquer. Une télévision ne peut pas décider d'elle-même. Une télévision, quand tu la payes,
Si elle ne joue pas son rôle, tu la mets à la poubelle. Et elle doit jouer son rôle. Mais un être humain, là, tu peux pas dire, comme c'est toi mon enfant, je t'ai accouché, il faut que tu sois ça. L'enfant, même si c'est un vrai garçon, il va décider de ce qu'il veut être. Et donc, vous les intellectuels, quand vous venez nous rappeler le passé pour dire, non, depuis la période coloniale, on nous a imposé la colonisation, c'est ce qui fait que ça ne marche pas. C'est faux. C'est parce que vous avez été défaillant. C'est parce que vous savez que vous ne voulez pas apporter les solutions. C'est parce que vous êtes incapable de dire la vérité. C'est parce que vous êtes incapable de réfléchir pour dire, voilà ce que le monde de demain sera. C'est parce que vous êtes incapable d'avoir de la réflexion pour produire quelque chose de nouveau. C'est tout simplement ça. Et donc, vous voulez mentir sur le passé. Ce qui n'est pas faux, car la plupart des pères de l'indépendance africaine ont été élus par des voix des urnes. Mais très vite, les dirigeants de la quasi-totalité des États nouvellement indépendants ont amendé leur constitution qui ressemblait à la lettre à celle de la République, la 5e de la France, en abrogeant le multipartisme au profit du parti unique. Alors que le continent noir avait pourtant inventé depuis des siècles ses propres traditions et modèles démocratiques qui ne recourent pas forcément aux élections. Et donc, voilà ce que je vous disais. On ne peut pas continuer à blâmer le passé. Ceux qui ont vécu dans le passé ont adapté les réalités et effectivement, ils étaient obligés de le faire parce que des nouveaux États indépendamment nés, on ne peut pas les gérer comme des États qui ont une expérience de 700 ans. Et donc, ils ont adapté ça avec leur temps. Donc, venir les blâmer pour cela, vous êtes en train de faire fausse route. Ils n'ont fait que ce qui arrangeait leur temps. Je prends un exemple. Prenez aujourd'hui le Congo que vous connaissez là. On appelait ça le Zaïre, la RDC. Le Congo ne s'est jamais porté mieux qu'au temps de Mobutu Sese Mbongo, Mobutu Joseph. Et le franc congolais était plus lourd que le dollar américain. Mais allez regarder le Congo aujourd'hui. La compagnie aérienne, je prends Walter Otto ici à témoin, lui peut mieux dire cela ici pour définir cela. Nos pays africains ne se sont jamais mieux portés que lors de des périodes que vous appelez aujourd'hui les partis uniques. Parce que c'est là qu'on a eu, aujourd'hui, qui n'est pas fier de dire c'est Oufou qui a construit la Côte d'Ivoire. Mais il a construit la Côte d'Ivoire comment? C'est dans le parti unique qu'il a construit la Côte d'Ivoire. Et donc là, ça a marché. Mais aujourd'hui, nous qui disons que nous sommes des intellectuels, qu'est-ce que nous proposons? On ne propose rien, on ne fait pas d'amendement de constitution, parce qu'on n'a rien à proposer à nos populations. Voilà ce qui apporte ces désordres-là. C'est le cas de l'Empire du Mali au XIIe siècle avec la charte du Kouroukanfouga, une véritable constitution non écrite approuvée par l'ensemble des rois et chefs coutumiers de l'Empire dirigé par Soundiata Keïta. Cette charte du Mandé n'est-elle pas l'ancêtre de la Déclaration universelle des droits de l'homme? Oui, on est d'accord, c'est l'ancêtre de la Déclaration des droits de l'homme. Mais après ça, pourquoi l'homme africain s'est figé dans le temps? Il n'a pas voulu évoluer. C'est ça aussi qui est la question. Si nos ancêtres ont pu faire tout ça, nous on a fait quoi pour ajouter dessus? Et si on le proposait à nos enfants, on va leur parler de demain. Voilà le drame de l'homme africain. On ne propose rien, on n'ajoute rien à ce que nos ancêtres ont laissé et on veut que les gens copient sur nous. Le monde là, on ne copie pas sur les vauriens. Pourquoi ne pas procéder à la synthèse du système démocratique importé de l'Europe et celui qui a toujours existé dans nos pays, notamment depuis le temps des empires? Ce point de vue est désormais partagé par de nombreux chercheurs africains qui estiment que le continent noir doit désormais expérimenter un autre modèle de gouvernance qui tient compte de nos valeurs traditionnelles. Et tôt ou tard, tu as beau copier les autres, tu seras obligé de te retrouver toi-même et de te demander qu'est-ce que je fais. Et donc, ce sera à nous de réfléchir. D'autant que chaque 5 ans, les élections budgétivores ont lieu alors que les résultats sont toujours controversés et source de crises politiques, lesquelles finissent par occasionner, comme au Mali, à la prise du pouvoir par les militaires. Cependant, d'autres chercheurs estiment que l'on pourrait expérimenter en Afrique l'addition du système de démocratie directe avec celui de la démocratie indirecte. Cela en tenant compte de nos valeurs traditionnelles, comme dans certains pays d'Asie, le débat est plus que jamais ouvert. Et donc le débat est ouvert et chacun peut cogiter là-dessus. Mais même aujourd'hui, la Chine, là, ils ont adopté l'économie du marché qu'on appelle le capitalisme. Mais ils ont adapté ça à leur réalité. C'est l'homme noir d'Afrique francophone qui pense qu'on peut faire du copier-coller puis avancer. Et c'est très dangereux et c'est ce qui fait qu'on est aujourd'hui dans un modèle qui nous fait patiner. Mais plus grave, quand on va dans certains pays comme la Côte d'Ivoire, on retrouve aujourd'hui, regardez, ceux qui disent qu'ils sont des intellectuels ou bien qui ont le devoir d'éclairer la population. Allez les regarder dans des débats. Le niveau est bas. Et le niveau du débat, qu'ils le fassent de façon publique ou cachée, ce sont des messages populistes.
Ce sont des messages de personnalisation, ce sont des messages de diffamation, ce sont des messages de dénigrement, ce sont des messages d'ethnisation, ce sont des messages de confessionnalisation. Je suis politicien, mais je défends telle chapelle, alors qu'il fallait d'abord défendre un idéal, l'idéal de la population. Avec les menaces, les affrontements verbaux, et voyez-vous, c'est tout ça qui fait que notre politique ne peut pas évoluer. Et ça, il faut avoir le courage de se le dire.